De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 22 décembre 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, chaque vendredi et à quelques heures des fêtes de Noël. Et écoutez, je suis ravi de vous retrouver avec un De quoi je me mêle un petit peu écourté, mais malgré tout, on va s'intéresser à l'actualité high-tech de la semaine. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle et puis réagir au sujet d'actu qu'on va évoquer maintenant avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Donc, le club de la presse IT cette semaine, ils ne sont pas encore partis en vacances. Éric Le Bourlou est là. Salut Éric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com. Et à ma droite, c'est Emmanuel Torregano. Salut Emmanuel. Bonjour. Le fondateur de electronlibre.info. Tout à fait. Voilà, un site que je vous invite à découvrir. L'actu, finalement, n'est pas en vacances, hein, Eric. Il y a pas mal de trucs sympas. Ouais. Et on va commencer par Apple et l'iPhone. Parce que franchement, chaque semaine, il y a une petite actu concernant l'iPhone. Cette semaine, c'est une grosse actu. Oui, ce qui fait mal à Apple d'ailleurs. Voilà, on va un peu expliquer ce que c'est. Apple a été soupçonné au tout début de la semaine de ralentir les iPhones parce qu'ils commençaient à être vieux. En tout cas, leur batterie commençait à vieillir. Ouais. Et là, ça a été, évidemment, ça a créé un scandale. Tout est parti de là, en fait. Oui, c'est parti de Reddit, en fait, du site Reddit, où en fait certains avaient observé en faisant des benches que leur iPhone un petit peu vieillissant n'avait plus les mêmes performances qu'auparavant. Donc en fait, il suffit tout simplement de faire un bench, de regarder avec un logiciel comme Geekbench, par exemple, si vous avez les mêmes performances qu'un iPhone 9 avec un iPhone plus ancien. Alors un iPhone 9, c'est pas le chiffre. Hein, non, pardon, un iPhone, 9, oui, iPhone vient de sortir de la boîte. Par exemple. On sait plus trop là. Si vous avez par exemple un vieil iPhone 6, voilà. Je dis un vieil iPhone 6, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, eh bien, ils ont remarqué qu'effectivement les performances avaient baissé. Ça a été confirmé par le patron de Geekbench, qui donc a testé et a utilisé tout son dataset, tous les données qui sont envoyées par tous les gens qui testent des iPhones sur Geekbench. Et effectivement, il a remarqué qu'il y avait des pics de performances différentes entre des modèles d'iPhone sur une même génération, sur une même version d'iOS. Que effectivement on se retrouvait parfois avec des iPhones aux résultats bien inférieurs à d'autres. Exemple, un iPhone qui a 2 ans, on fait un bench, on va avoir un résultat. Le même iPhone avec le même OS qui lui va avoir 3 mois par exemple va être beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant, voilà. Alors c'est pas dû au processeur, enfin oui c'est dû au processeur, mais la raison de tout ça, c'est la batterie. C'est la batterie. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'Apple, devant un petit peu le scandale qui montait, Apple a été obligé d'avouer, de communiquer pour dire, effectivement, vous pouvez avoir des performances différentes en fonction de votre batterie et de l'âge de votre batterie. Et Apple a donc avoué qu'il limitait la puissance de ses iPhones au bout d'un certain temps pour, on va dire, préserver l'utilisation correcte du téléphone quand la batterie commence vous savez, à vieillir, parce que toutes les batteries des téléphones, toutes les batteries en général vieillissent au bout d'un moment, et donc Apple a pris cette mesure pour, on va dire, conserver une certaine pour éviter que la batterie en fait ne se décharge trop vite quand l'iPhone est soumis à des conditions un petit peu spéciales, quand on utilise des applications. L'OS va détecter l'état général de la batterie. Oui. Il va se dire oulala, la batterie commence à être un peu vieillarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais downsizer en quelque sorte, baisser les performances de mon iPhone pour que l'utilisateur ait toujours une journée d'autonomie, on va dire. Enfin, en tout cas, un minimum d'autonomie. En tout cas, que l'autonomie soit un petit peu préservée. Mais en tout cas, oui, ça baisse simplement les performances du processeur. Ça limite par le logiciel les performances du processeur. Et donc, vous, concrètement, ce qui se passe, c'est que vous allez voir que votre iPhone va aller moins vite, qu'il va laguer davantage, etc., etc. Tout simplement parce que le processeur est sous-cadencé par rapport à ce qu'il doit normalement faire. Mais c'est donc ça. En général, quand on a un iPhone qui a 2 ans, il commence à ramer. Et c'est peut-être l'une des raisons. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on l'a vu à la rédaction. Il y a Geoffroy Hondet de la rédaction de 01net, téléchargé, qui a exactement eu ce problème. Son iPhone ramait complètement. Et puis, il a pris son tournevis. Il a acheté un kit, il a acheté un kit de batterie sur Internet. Il a changé la batterie lui-même. Puis, il s'est rendu compte que son iPhone était comme neuf, qu'il a retrouvé en fait toute la puissance qu'il avait au départ. Parce qu'il suffit de changer la batterie, de mettre une batterie neuve. Et là, donc, l'OS détecte une batterie en pleine forme et remonte les performances du processeur. Emmanuel, mais quelle histoire! Apple n'avait pas besoin de ça. Franchement, en cette fin d'année, c'est un super beau cadeau. Hein.
Alors, c'est en effet, c'est une histoire absolument incroyable parce qu'elle ressemble trait pour trait à ce qui s'est passé sur l'Antenna Gate. Aujourd'hui, c'est le Battery Gate, mais ça ressemble exactement à l'Antenna Gate. C'est-à-dire, vous avez un problème qui est détecté par des utilisateurs, qui est monitoré, benchmarké. On vous sort les trucs. Vous avez en effet, chez Geekbench, ils ont vraiment très bien monitoré. Ils ont bien expliqué que les pics de puissance sont écrétés selon l'âge de la batterie. Ça se retrouve, évidemment que ça se retrouve parce que c'est dans le code même, finalement, de l'OS de l'iPhone. Donc forcément, vous avez, à chaque fois que vous avez, alors pour reprendre les termes techniques, que la résistance interne de la batterie augmente, parce que c'est un processus chimique lié à la batterie lithium-ion, et ben l'OS, il va en effet non pas downsizer réellement les performances de l'iPhone, il va empêcher les pics de performance. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, si je demande, par exemple avec un jeu ou avec de la réalité augmentée ou des choses comme ça, beaucoup de puissance de processeur, eh ben non, je vais l'écréter. Je vais dire non. Ça, vous n'avez pas le droit. Et donc, le processeur va tourner finalement relativement normalement le reste du temps. Et puis, quand vous lui demandez quelque chose de très actif, il va le faire moins vite. Donc en forcément, on se rend compte que on voit tout de suite quelque chose. Est dégradée. L'expérience, ça va saccader. Bien sûr, ça va saccader sur des choses, etc. sur des applications gourmandes. Ça va commencer à saccader. On ne comprendra pas bien pourquoi. On se dira, j'ai trop d'applications en mémoire, on va les virer, toutes ces choses. Non, absolument pas. L'OS fait ça pour une raison assez simple, et là-dessus, c'est encore une fois le même paradigme que pour l'Antenna Gate, parce que Apple n'est pas encore capable d'aller au-delà des lois de la physique. C'est un vrai problème. Moi aussi. Franchement, il faudrait faire un effort quand même. On a eu exactement le même problème avec l'Antenna Gate, et je pense qu'on va avoir les mêmes conséquences, qui sont que Apple va bosser beaucoup plus sur la batterie. Et d'ailleurs, bizarrement, ils ont annoncé plus ou moins par des articles dernièrement que justement, finalement, la taille de la batterie va être vachement augmentée dans les prochains iPhones, ce qui est déjà le cas dans votre 10, par exemple. Tout ça, c'est en train de rentrer finalement dans la même logique. D'abord, on va découvrir que chez Samsung, ils font certainement un peu la même chose, parce que c'est une logique même de préservation de l'utilisation de l'iPhone. Et j'ai même lu sur certains sites américains que ça pouvait éviter des cas graves de surchauffe en fait de la batterie quand elle commence à vieillir. Ouais, c'est-à-dire que l'OS détecterait que la batterie commence vraiment à vieillir et la calmerait en quelque sorte, calmerait la chimie de la batterie. Alors, oui, c'est vraiment une question de chimie dans cette batterie. Ouais, alors Apple effectivement ne peut pas contrevenir aux lois de la physique, ça c'est sûr. Le seul problème, c'est que personne n'était au courant que ça existait. Le seul problème, c'est que quand on achète un iPhone qui est déjà hors de prix, on achète un iPhone pour une puissance. On achète un iPhone parce qu'il fonctionne. Et subitement, au bout d'un certain temps, sans nous prévenir, Apple nous dit rien d'ailleurs, nous dit rien, et tout à coup, son iPhone marche moins bien. Sans que Apple nous prévienne en aucune mesure, ne nous dise rien, et simplement nous dit, on voit que tiens, c'est bizarre, mon iPhone marche moins bien. Ah puis c'est cool, il y en a un autre qui vient de sortir, peut-être qu'il est temps que j'en change. Je veux pas dire par là que c'est de l'obsolescence programmée, mais il y a vraiment un problème quand même. Parce qu'Apple n'a jamais prévenu ses utilisateurs qu'il s'agissait d'un problème de batterie. Mais le problème, c'est que s'ils prévenaient l'utilisateur, ils auraient été obligés de trouver une solution. Il y a une solution très simple. Vous vous rendez à l'Apple Store, vous changez la batterie, et vous avez un iPhone qui marche comme en 40. J'aimerais dire une chose. Visiblement, ils ont intégré ce petit patch dans le système après les problèmes qu'ont subis certains iPhone 6S de batterie. C'est-à-dire qu'il y avait des iPhones dont il faut revoir les choses un peu dans le contexte. Jusqu'à l'iPhone 6S et le SE aussi, le microprocesseur, visiblement, était relativement dans les eaux pour les batteries lithium-ion. Aujourd'hui, ils sont tellement puissants. Ils sont beaucoup plus puissants. Oui. Ils sont 3-4 fois plus puissants. Le dernier, c'est le A11 ou le A10, je ne sais plus exactement. Je m'y perds tellement. Oui, A11 Bionic, voilà. Le A11 Bionic est tellement puissant également que, par exemple, évidemment, l'iPhone 10 a beaucoup plus de batterie, puisqu'on a supprimé la part en dessous. Enfin bon, bref. Et il y a eu un problème à ce moment-là. Donc, ils se sont posé la question, il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse les iPhones comme ça et des iPhones qui ont 2 ans vont faire des interruptions inopinées, c'est-à-dire tout d'un coup, pouf, l'iPhone s'arrête. Et ça a été le cas, hein. C'est-à-dire s'il fait un peu froid ou s'il fait même trop chaud, la batterie ne suit plus, chimiquement elle ne suit plus, encore une fois, les lois de la physique sont là. Et si le processeur lui demande 100% parce qu'il y a un jeu qui vient d'être démarré, l'iPhone s'éteint. C'est aussi simple que ça. Donc Apple dit non, moi je veux pas faire ça. Je mets en place un patch qui va expliquer que à l'iPhone que non, il faut pas qu'il s'éteigne. Il a le droit de ralentir. Et à ce moment-là, en effet, je suis d'accord avec Eric, même si c'est relativement récent, ça a même pas 1 an.
ça aurait été pas mal de, en effet, expliquer que mais voilà, ça aurait été on une était bonne en train grosse de faire tache de sauce tomate sur une chemise blanche quand même, cette histoire-là. Simplement. Imaginez Apple qui écrit en petit sur toutes les pubs, attention, au bout d'un certain temps, Non. votre iPhone, les performances de votre iPhone vont se dégrader du fait de la batterie. Non, ils le disent déjà. Ça, Apple dit déjà sur son site partout que les performances de la batterie diminuent avec le temps. Mais c'est les normal. performances de la batterie, mais pas les performances de l'iPhone. Oui, c'est pas la même chose. Mais par contre, ce qu'aurait pu faire Apple, et peut-être ce qu'ils feront, parce qu'on va voir ce qui va se passer, il y a déjà une class action qui est lancée contre cette histoire. C'est simplement avertir l'utilisateur qu'à partir d'aujourd'hui, on a détecté un pop-up sur l'iPhone. Votre iPhone va désormais fonctionner moins vite dans certaines conditions parce que votre batterie a perdu trop de sa puissance. Voilà. Et si vous voulez retrouver la pleine puissance de votre téléphone, changez de téléphone changer la batterie. ou changer la batterie. Voilà. Sauf que changer la batterie d'un iPhone, problème. Changer la batterie d'un iPhone, c'est pas donné à tout le monde. Il faut aller ou dans un Apple Store ou dans une petite boutique du coin qui va plus ou moins bien le faire. Enfin, c'est compliqué. Non, mais c'est pas comme un appareil photo où tu changes la batterie comme ça. C'est sûr que Apple ne facilite pas le changement de batterie. C'est sûr. C'est pas anodin. Moi, là-dessus, j'ai toujours eu la même position. Changer une batterie, c'est prendre par l'utilisateur, c'est prendre le risque qu'elle se retrouve dans la nature et c'est un produit très polluant. Si vous voulez faire changer la batterie d'un iPhone, vous allez dans un endroit où on sait le faire et où on sait que ça coûte de l'argent, Emmanuel. Ça coûte de l'argent, mais si vous achetez un iPhone, ça coûte de l'argent aussi. C'est quand même moins cher que d'un nouvel iPhone, ça c'est sûr. Ça coûte toujours de l'argent et ça fera toujours moins de dégâts si vous allez chez quelqu'un qui sait le faire. Donc en effet, une boutique, mais si voilà. Et chez Apple, si vous avez en effet les moyens, parce que c'est encore un peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr qu'elle va pas se retrouver dans une poubelle, puis ensuite dans une décharge. Mais prenons le scénario suivant. Un gars qui a acheté un iPhone 6 il y a 3 ans, qui aujourd'hui se dit « Oh là là, il rame, c'est normal, il est vieux, c'est l'obsolescence, etc. » Enfin, pas l'obsolescence, mais c'est un téléphone qui est un peu vieux, machin. Je vais m'acheter un iPhone 8 ou un iPhone 10. Quand il apprend ça, il se dit finalement, peut-être que mon iPhone 6, simplement en changeant la batterie, j'aurais pu attendre peut-être un an ou deux, et c'est à cause d'Apple que j'ai acheté un nouvel iPhone. J'en ai vu pas mal sur Twitter avoir ce genre de réaction, effectivement, puisque certains se sont dit, et souvent des gens qui n'étaient pas très... c'est ça le problème aussi, c'est des gens qui ne sont pas forcément les plus techniques, qui vont se dire, ça y est, mon iPhone, au bout de 3 ans... Même nous, Eric, qui sommes un peu techniques, on n'avait jamais pensé à ça. En fait, il y a encore un an. Non, alors il y a toujours eu cette... On se croisait à la machine à café, on disait voilà, là, l'iPhone recommence à ramer. Non, mais il y a une chose qui est vraie, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. De toute façon, Apple, c'est un écosystème. Les applications sont censées marcher sur tous les iPhones, contrairement à Android, c'est une grosse différence, à peu près de façon homogène. Et les applications, elles avancent avec la technologie. Plus vous avez un vieil iPhone, les applications, elles continuent à grossir, à s'amplifier, à devenir de plus en plus complexes. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez un vieil iPhone, vos applications vont être plus lentes. Mais donc ça, on va dire, c'est normal. Et on va dire, c'est juste l'ordre normal des choses. La technologie, c'est l'histoire. La réalité, je reprends encore l'exemple de l'Antenna Gate, mais il va évidemment que tous les téléphones sous Android ont exactement le même problème. Peut-être qu'ils l'ont intégré dans le système, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore intégré dans le système. D'ailleurs, si vous avez un vieil Android, est-ce qu'il s'arrête inopinément régulièrement ? Si c'est le cas, c'est parce que vous subissez exactement le même problème et qu'il n'y a pas de patch pour l'en empêcher. Apple ne veut pas ça. Bon, voilà. Après, je suis d'accord avec vous, la communication aurait dû être faite en amont de cette histoire-là. Mais qu'est-ce qui va se passer là maintenant, Emmanuel, Eric ? Est-ce que Apple va être obligé de réagir ? Geekbench a aussi commence à faire des tests. Enfin, les gens de Geekbench commencent à faire sur les Android. Pour l'instant, ils n'ont pas constaté le même problème. Ils disent pas que, en tout cas, il n'y aurait pas de throttle sur des batteries plus anciennes, sur des smartphones sous Android. Il faut voir aussi que les smartphones sous Android évoluent moins en matière d'OS. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé aussi, c'est que Apple est passé sur un iPhone 6, par exemple, sur différentes générations d'OS, tandis qu'un Android, lui, reste de la même manière. En général, il évolue beaucoup moins. Donc, il y a moins d'évolution sur le soft, donc moins de changements. Il y a un nouveau Android tous les ans, quand même. Oui, mais avant qu'il passe sur une nouvelle version d'Android, vous savez, ça, c'est un peu le problème de cette plateforme-là. Apple, lui, essaye de faire passer tous ses appareils à la dernière version, à la dernière génération d'iOS. iOS est compatible avec un iPhone 5S. Voilà. Mais en fait, c'est un peu c'est aussi un peu le problème de ça, quoi. Mais qu'est-ce que va faire Apple maintenant ? Est-ce qu'ils vont être obligés de réagir ? Est-ce qu'ils vont rester silencieux ? Ils ont réagi. Oui, non, mais est-ce qu'ils vont être obligés d'aller plus loin ? Parce que ça va monter là encore. Ils vont subir une pression. Comme dit Eric, il y a en effet la class action qui a été lancée aux États-Unis, comme d'habitude, dans ce genre de truc, il y a toujours des class actions. Ça va certainement déboucher.
a priori, ce genre de choses vont déboucher sur une meilleure communication imposée à Apple. C'est-à-dire, vous devez dire exactement ce qu'il en est. Ils peut-être vont obligés de remplacer 28 millions d'iPhone. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a peu de chance. Des vieux iPhone 6, je veux dire des gens qui se plaignent tout comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. J'ai un iPhone 6. Je continue. Peut-être qu'on va finir par imposer ça serait pas plus mal à ces boîtes-là, que ce soit Samsung, Apple. Bon, Apple étant comme toujours la locomotive dans ce genre de choses, des tarifs plus régulés sur le service après-vente, notamment sur le changement de batterie, ces choses-là, où en effet ils font un peu ce qu'ils veulent. Parce que par exemple, si vous allez chez Apple, vous changez une batterie d'un iPhone, c'est 90 €. Et 90 €, c'est parce que vous avez pris le contrat Apple Care derrière au moment de l'achat de l'iPhone. Qui coûte déjà une petite fortune. Qui coûte déjà un peu cher, mais enfin qui permet les bris de glace, ces choses-là. Mais si vous ne l'avez pas pris, c'est encore un peu plus cher, malgré tout. Et puis parfois, on peut même vous dire non dans un iPhone parce qu'on vous dit, oh là là, il n'est pas assez obsolète, je sais pas quoi. Je crois qu'il y a eu des histoires comme ça où dans les Apple Store, les techniciens ne voulaient pas changer la batterie parce que c'était pas le bon moment. Enfin, j'ai vu des réactions comme ça un peu bizarres. Surtout que le programme de changement de batterie chez Apple a été plus ou moins imposé à Apple. Ils ne voulaient pas au départ spécialement de ce programme de changement de batterie. Évidemment que, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux gens. Si maintenant, simplement, on a Geoffroy d'ailleurs a fait un excellent article sur 01net qui explique, qui peut vous permettre de savoir si vous avez un iPhone, la qualité de votre batterie, si elle est encore. Oui, il existe des applis aujourd'hui. Voilà. Crois, donc en fait, ce qu'on peut vous conseiller, si vous voyez que votre iPhone ne fonctionne mal, testez ces applications-là, essayez de regarder si vous avez une batterie qui marche ou pas. Ouais. Et dans ces cas-là, vous pouvez essayer de la changer. Moi, j'agrandirais ça, j'élargirais même le problème. Il y a un problème général des batteries sur les appareils qui les utilisent. On le voit avec l'iPhone aujourd'hui parce que c'est très facile de faire un bench d'un iPhone et finalement, ça apparaît comme ça. Bon, voilà. Mais il y a la même chose sur les ordinateurs, c'est exactement pareil. Il y a même la même chose sur les voitures. Aujourd'hui, une voiture comme une Tesla ou n'importe quoi, ce sont à peu près les mêmes technologies de batterie. Et donc, la batterie vieillit, vous avez le même problème. Changer une batterie de Tesla, c'est beaucoup plus embêtant que celle d'un iPhone. C'est très légèrement plus cher. Mais Emmanuel, donc, il y a un problème général de ça. J'ai une Zoé. Et dans le contrat de location de la batterie, alors que la batterie, on la loue sur une Zoé, mais dès qu'elle descend en dessous de 80% de performance, Renault s'engage à te la changer. Et peut-être qu'il faudra en effet. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer ça pour les iPhones? Je suis assez d'accord. Voilà. Peut-être qu'en effet, les classes actions vont permettre de réguler ce point-là, qui est en effet une tâche un peu sombre de ces fabricants d'appareils électroniques. En gros, la question, est-ce que cette histoire-là va coûter beaucoup d'argent à Apple ou pas? Voilà. Non. En fait, moi, le problème, et là, c'est Pierre Fontaine qui vient de publier un éditorial sur 01net à ce sujet. Et le problème que ça peut poser, c'est un problème de confiance aussi envers Apple. On a confiance en général, les clients Apple ont confiance en cette marque parce que on sait que les produits Apple sont censés marcher correctement sur le long terme, avoir un certain standing d'utilisation. Et là, en faisant ce genre de pratique, ils détruisent un peu la confiance que les clients placent en la marque. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que moi, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est sortir un peu de leur sempiternel secret qu'ils veulent absolument conserver, qu'ils soient un petit peu plus, on va dire, communicatifs et qu'ils expliquent aux clients concrètement ce qu'ils font sur leurs terminaux. Et pas qu'effectivement qu'on se retrouve tout à coup à découvrir que notre appareil qu'on a acheté pour une certaine puissance donnée, finalement, n'a plus cette puissance-là. Même si on sait qu'effectivement, la batterie, par contre, s'use avec le temps, c'est normal. Là-dessus, l'Antenna Gate n'a absolument pas rompu le lien de confiance entre les utilisateurs et iPhone. L'iPhone 4S qui était concerné, si je me rappelle bien, s'est très très bien vendu, a été même un des plus grosses ventes. C'était le 4, je crois, non? Ou le 4, c'est le 4 ou le 4S, le 4. Voilà. Non, c'était le 4. Parce que Steve Jobs était venu, était revenu de vacances d'Hawaï pour faire une conf de presse. Pour faire la conf de presse, pour expliquer qu'on ne pouvait pas aller au-delà des liens. Vous le tenez de la mauvaise façon. À l'époque. Et après, ils avaient filé un bumper. Alors, ça, c'était pas la conférence de presse, c'était un mail auquel ils avaient répondu. Ouais. C'était très drôle. Mais donc, le lien de confiance n'est pas forcément rompu, voire même les lois du marketing aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un constructeur automobile qui a un problème sur un de ses modèles et qui fait un rappel général mondial. Ça arrive régulièrement. Vous avez Mercedes, BMW, qui vont dire oh là là, il y a un problème de frein. Imaginez un frein, c'est une question de vie ou mort. Et qui vont vous dire il faut rappeler toutes les voitures. Alors donc, vous voyez les chiffres dans les journaux, 5 millions de modèles, machin, tout ça, rappelé. Est-ce que ça brise le lien de confiance avec le consommateur? Absolument pas. Dans l'esprit du consommateur, il y a une chose, c'est
BMW, Audi, Mercedes, j'en sais rien, Renault, prend soin de ma voiture. Ils sont au courant de ce qui se passe. Et je pense que s'il y a quelque chose dans la police à faire, à changer pour Apple, c'est peut-être ça. C'est peut-être d'expliquer un peu plus que... Et avoir un comportement de constructeur premium. Je prends un peu plus soin de vous avec cette histoire-là. Et peut-être que ça les fera changer parce que Tim Cook n'est pas Steve Jobs là-dessus. Steve Jobs, en effet, avait une façon de dire... de fierté. Écoutez, je sais ce que je fais, m'embêtez pas. Tim Cook peut très bien être beaucoup plus souple dans ce genre de choses. Il peut s'excuser. Tim Cook. Alors il l'a déjà fait d'ailleurs. Que Steve Jobs, c'était plus compliqué. Ils ne sont pas du tout excusés. Non. C'est juste. Mais je pense que ils ont expliqué ce qu'il en était. On n'a pas fini de parler de cette histoire. Je pense que non. Le début d'année 2018. Bon, il faudra un jour qu'on passe à autre chose que des batteries lithium-ion, c'est tout. Voilà. C'est clair. Mais on se rend compte aujourd'hui que le problème de tout appareil électronique, c'est l'énergie, c'est la batterie. Tout progresse énormément. Mais il y a, on va dire, le maillon faible qui est le stockage d'énergie et la batterie. C'est toujours des batteries lithium-ion qui existent depuis des années et on n'arrive pas vraiment à progresser. Le gars, la start-up qui arrive là et qui dit écoutez les gars, il y a beaucoup énormément de recherches. Énormément de recherches. Le problème, c'est d'industrialiser tout ça. Voilà, c'est ça. Bien sûr, les batteries miraculeuses qui fonctionnent pendant une semaine, elles existent en laboratoire. Exactement. Le problème, c'est leur coût, c'est en effet l'industrialisation, voire même une chose dont on ne parle pas suffisamment. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a une question quand même qui se pose, c'est celle de la matière première. Il y a un vrai problème. Si vous avez, on va dire, 10% du parc automobile qui passe en électrique aujourd'hui, il y a une raréfaction totale des composants qui permettent de faire des batteries. C'est juste pas possible aujourd'hui techniquement, enfin pas techniquement, mondialement, planétairement. On ne peut pas faire autant, on n'a pas les ressources. Donc il va bien falloir trouver à la fois des ressources relativement universelles, pas chères, industrialisables et efficaces. C'est pas gagné. Il y a le nucléaire. Non. Dans la voiture, oui. Enfin non, il y a la pile à combustible de Retour vers le futur, dont on parle depuis 30 ans. Il paraîtrait qu'LG, enfin ils ont tous on va dire des projets dans le tiroir, il paraît qu'LG aurait dans les mois qui viennent une petite révolution en termes de stockage d'énergie. On sait qu'ils sont très performants dans les batteries, il paraît qu'ils auraient un truc à annoncer. Bon, on verra bien. On enchaîne avec le Magic Leap. Alors le Magic Leap, vous savez peut-être pas trop ce que c'est. En fait, nous non plus. Il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que des stars de la Silicon Valley y ont cru lors d'une démo qui date de quoi ? Il y a 2 ans, 2-3 ans ? Oui, 2 ans. Ouais. Voilà, 2 ans. Et qui ont investi en tout 2 milliards. Regardez cette démo. Et c'est vrai que, bon, voilà, on est un gars un peu milliardaire dans la Silicon Valley, on voit ça, on se dit, bah, ok, ça va, je vais investir. Ça, c'était donc il y a 2 ans. Sauf que là, pour ceux qui sont un petit peu... je pense que ceux qui connaissent un petit peu le montage vidéo et le montage 3D se rendent compte sans doute que c'était une vidéo qui est quasi certainement montée grâce à des éléments 3D ajoutés et non une vraie démo technologique, on va dire. Alors là, évidemment, on s'adresse à tous ceux qui sont avec nous en vidéo, en audio. On montre quoi ? C'est de la réalité augmentée, mais de très très bonne qualité. Des aliens qui débarquent sur votre bureau, vous pouvez shooter dedans. Très fluide. Il y a 0 lag, etc. Voilà, ça fait penser un peu à HoloLens. Voilà, Microsoft, sauf que là, il y a un champ de vision total, tandis qu'HoloLens ne propose qu'un champ de vision très, très petit, qui est très limité sur l'œil. Alors, Magic Leap, ça fait donc des années qu'on en parle. Pas trop souvent, parce que finalement, on n'avait pas beaucoup d'informations. C'était très mystérieux. Et là, cette semaine, il y a eu une petite info qui est sortie. Oui, même une grosse info pour eux, puisqu'ils annoncent enfin le lancement de leurs produits avec un design, avec un produit vraiment fini qui va donc a priori sortir dès l'année prochaine pour les développeurs d'abord, mais qui va être donc commercialisé. Et c'est assez impressionnant quand on le voit comme ça, sans trop commencer à regarder les images dans le détail, puisque c'est un espèce de casque, plutôt de lunettes. Ce sont plutôt des lunettes. On dirait des lunettes de mecs qui grimpent dans les montagnes. Vrai, un peu des grosses lunettes de skieurs. Avec évidemment tout un lot de capteurs devant pour que les lunettes puissent découvrir le monde qui les entoure. Et puis ces lunettes sont reliées à un petit ordinateur qu'on va stocker, qu'on va mettre dans sa poche ou qu'on va accrocher à sa ceinture, qui en fait contient aussi une partie de l'électronique nécessaire pour faire tourner tout ça. Donc ça a été présenté sur une belle page web il y a quelques jours. Là, je ne sais plus quand c'était, cette semaine. Ça a été présenté avant-hier, je crois.
Et puis, associé à ça, il y a eu un article, un très très long article dans l'excellent journal Rolling Stone, qui détaille, donc c'est un journaliste de Rolling Stone qui a été invité en Floride, hein, c'est là que se trouve le siège de Magic Leap, qui a pu tester pour essayer ce produit. Mais c'est tout, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vidéo du produit, on va dire, en fonctionnement. Oui, il n'y a pas de vidéo des applications. Il y a quelques rendus comme ça. Alors, quand vous regardez les photos de près, c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'est pas... du Photoshop. En tout cas, que ça a été en une certaine mesure photoshopé, ouais, parce que ça paraît très très bizarre. Il y a même le journal Ars Technica qui a fait une petite enquête là-dessus et qui a retrouvé les calques Photoshop, vous savez, sur ces images. Donc bon, il y a quand même des petits doutes sur. Ils ont peut-être voulu embellir peut-être le produit qui existait vraiment. C'est ce que dit Magic Leap. Mais en attendant, on n'a pas vu, à part ça. Et un très long article de Rolling Stone qui effectivement détaille toutes les démos qu'ils ont pu avoir, etc. On n'en sait pas beaucoup plus. Mais on sait notamment pas le prix, on sait pas sur quoi ça tourne, on sait pas ne serait-ce que sur quoi ça tourne, avec quel OS ça tourne, quelle est la plateforme qu'on va utiliser pour développer des applications dessus. Voilà, tout ça on ne le sait pas. Emmanuel, alors est-ce que c'est la grosse arnaque on parlait de lien de confiance tout à l'heure en concernant iPhone. Magic Leap l'a quand même largement brisé, il faut être honnête. Alors oui, ils ont reçu 2 milliards de dollars, vous vous rendez compte, 2 milliards de dollars. Donc il y a Google, il y a des Chinois aussi, comme Alibaba. Enfin, tout le monde a mis de l'argent dans Magic Leap à un moment, parce qu'en effet, quand ils ont fait les 2 fameuses vidéos, tout le monde a regardé en disant mais c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est 100 fois Oculus, enfin c'est vraiment beaucoup mieux, il faut qu'on aille vers là. Et puis, on s'est rendu compte que donc la vidéo, ça a été, il y a eu un très bon article dans la presse américaine qui a expliqué que c'était un faux, carrément, que c'était un faux, que c'était entièrement monté, qu'il n'y avait rien. C'était un concept, en fait. C'était un concept. Alors Magic Leap, évidemment, toujours s'en sort en disant oui, on peut pas vous montrer exactement, vous savez, tout ça. Moi, ce que je crois surtout, c'est que Magic Leap s'intègre dans une longue tradition du vaporware, de la nouvelle technologie, qui est là pour prendre de l'argent à des VC qui sont pas si, comment dirais-je, mécontents ou fâchés de se faire prendre de l'argent pour ce genre de choses, parce que ça participe à une espèce d'auréole comme ça, d'aura incroyable, la Silicon Valley, ils font des trucs incroyables. Vous savez, on avait vu un peu la même chose avec les robots qui sautent, là, je sais plus comment ils s'appellent, qui avait été racheté par Google, puis finalement Boston Robotics. Ouais, Boston Dynamics. Finalement, Boston Dynamics, c'est ça. Ils savaient pas trop quoi en faire, donc finalement ils Sauf ont que là, c'était vrai. Sauf que c'était des vrais robots. Enfin, les vrais robots. Mais on savait pas très bien à quoi ils s'en servaient. Ils sont hallucinantes, quand oui, même, mais justement, ça participe toujours du même concept qui est finalement à la Silicon Valley, on s'astreint de toute réalité physique. On est au-delà, on est déjà dans un monde merveilleux, on est déjà dans un super Disney. Et Magic Leap, c'est exactement la même chose. Moi, je me rappelle, on en parlait tout à l'heure, je me rappelle de cette société qui était exactement pareille, qui avait levé de l'argent, mais il y a longtemps maintenant, il y a plus de 10 ans, et qui promettait, je vous assure, elle promettait, à l'époque, on n'avait pas encore vraiment la DSL. Hein, on avait vous vous rappelez, des modems il fallait les démarrer, tout ça. C'était l'époque du Real Media. Le Real, voilà. On avait des vidéos, c'était des diaporamas. Voilà, et c'était très saccadé. Pourtant, des gens voulaient faire de la télé. Et on était émerveillés devant ça, les amis. Et donc, il y avait une fameuse pareille, le même genre que Magic Leap, un peu avec le même genre de prétention comme ça, et le même genre de mystère, et qui était absolument persuadée qu'elle vous ferait passer de la vidéo HD. Je dis bien HD. À l'époque, il n'y avait même pas d'écran HD. Hein. Il y a la vidéo HD sur 2 kilooctets. Ce qui était absurde. Alors, et il se défendait en disant oui, mais on a des algorithmes. C'est Netflix qui aurait été content. Voilà, on aurait résolu bien des problèmes. On aurait gardé finalement nos modems RTC, ils étaient très bien. Et ben Magic Leap, ça fait un peu la même chose. J'espère pour eux que c'est pas vrai, que je me trompe. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est plus dans la fable, on est plus dans finalement tout cette espèce de côté où la Silicon Valley doit être une espèce de métaphore de quelque chose qui est au-dessus, qui est au-delà. Et que finalement, tout le monde y participe à ça. Et que si Magic Leap finit par être vraiment découverte comme étant donc un vrai hoax, enfin un vrai vaporware, forcément, elle va disparaître et puis on les couvrira de cendres, n'est-ce pas ? Ça sera horrible, tout ça. Mais il n'empêche que dans 2 ans, il y en aura une autre qui arrivera. Qu'est-ce que c'est pour tous ces VC ? C'est pas grand-chose. C'est très intéressant d'investir autant dans cette espèce de métaphysique comme ça, glorieuse de la Silicon Valley. 2 milliards pour eux, c'est génial. Ouais, mais et bon, on va se moquer d'eux quand même.
On va se moquer. Mais moi, il y a ça et puis il y a ça. Ça fait rien parce que regardez, qui se souvenait de cette boîte qui promettait de la HD sur 2K? Non, la prochaine fera la même chose. On recommencera après, ça continuera. C'est ça la Silicon Valley aussi. C'est aussi ça. C'est aussi de la fantasmagorie. C'est vrai que ça envoie du rêve, hein, comme on peut le dire. Et c'est aussi ça qui est bizarre chez Magic. C'est quoi le marché derrière tout ça? À qui on va vendre ce truc-là? Quand on voit que Microsoft avec HoloLens, qui est un produit qui fonctionne, qui marche, qui est vendu aujourd'hui 3 000 €, hein, quand même. Hein, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est un PC. C'est un PC HoloLens. À Windows 10, à Windows 10, etc. Mais c'est quand même 3 000 €. Ouais. Donc Microsoft s'est rapidement dit 3 000 €, on va pas vendre ça au grand public. Là, tout ce que propose Magic Leap, c'est des applications grand public, c'est faire des jeux, etc. Machin. Sauf qu'en fait, ça ne se vendra pas dans le grand public, clairement. Puis ça va être beaucoup trop cher. Alors déjà, je passe les détails techniques. Même si ça coûtait 500 balles, peut-être que voilà, on pourrait s'acheter. Mais on voit déjà sur les cases de VR, les cases de VR ne décollent pas vraiment, alors qu'ils commencent à avoir des prix raisonnables aujourd'hui. Là, ça va être un produit, s'il sort en 2018, qui va coûter mais extrêmement cher. Mais est-ce qu'on n'achète pas le début d'une histoire aussi avec ça? Mais les VC achètent le début d'une histoire sans aucun doute. Dire, on sait très bien que c'est un truc qui est préhistorique et qui sert pas à grand chose, mais est-ce que finalement il faut pas investir dans cette voie-là? On sait pas trop où ça va aller. Peut-être que demain ça sera des lentilles, peut-être que demain. Disons qu'il y a aussi le truc, c'est ils veulent pas rater quelque chose. On sait jamais si c'est ça. Il faut qu'on soit là. C'est un peu comme au casino, quoi. On mise un peu partout et on voit ce qui sort. Bon, après de tout ce travail, il y a quand même les technologies qu'on va pouvoir éventuellement récupérer pour les intégrer à d'autres. C'est par exemple le travail que Microsoft a fait avec Kinect, qui a été un échec énorme pour Microsoft, mais qu'ils ont récupéré dans HoloLens pour ensuite en faire un produit B2B. Qui est un succès immense aussi. HoloLens ? Oui, immense. HoloLens, c'est orienté B2B. Et en fait, c'est pas bête, parce qu'ils disent c'est que voilà. Oui, quand vous n'avez pas de marché, vous dites que c'est B2B. On connaît bien l'excuse. Mais j'avoue qu'effectivement, ils l'ont présenté d'abord comme étant un produit grand public. Ils l'ont présenté avec Alex Kipman, qui était le gars qui était derrière Kinect. Ils l'ont présenté comme un produit grand public, puis ont pivoté, comme on dit, pour en faire un produit pur B2B qui va servir aux gens pour réparer des ascenseurs ou des moteurs d'avion, etc. Mais ça, on va dire qu'il y a ça une utilité pour avoir fait la démo. Ça, effectivement, ça peut être utile si une entreprise veut faire le choix d'investir là-dedans. C'est très cher, mais ça peut avoir une utilité. Là, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'usage à part ceux qu'on connaît déjà et qui n'ont pas décollé pour le grand public aujourd'hui. Et en fait, vu le prix, si ce truc sort, que ça va coûter. Alors, en plus, son créateur nous dit que ce sera entre la puissance entre un PC Alienware et un MacBook Pro. Je ne sais pas si vous avez vu le petit galet que c'est le truc. Si ça, c'est un MacBook Pro, ils ont fait des progrès incroyables, notamment en matière de batterie, en matière de puissance informatique. Là, peut-être que c'est ça le vrai truc de Magic Leap. Peut-être qu'ils vont vous fournir un MacBook Pro, un Alienware, un PC gaming dans un petit galet comme ça. Moi, j'attends de le voir. Alors, on est tous d'accord. Évidemment, c'est un vaporware, cette histoire-là. C'est pas possible. Et en effet, comme tu disais, ça participe finalement à quelque chose, une espèce de vision qu'on enverrait comme ça au monde. D'ailleurs, c'est des lunettes. On les voit sur l'image. Elles ressemblent évidemment à une construction 3D. C'est clairement quelque chose qui a été intégré comme étant un produit qui n'est pas vraiment là, mais qui est toujours là, enfin qui n'est pas encore là et qu'on voit qui est projeté lui-même dans l'avenir. Le problème, c'est que dans cette mythologie de la Silicon Valley, il y a tout un tas d'impasses. Il y en a plein. Alors, on les remplit avec des nouveaux produits. HoloLens, pour moi, ça ressemble à ça. C'est encore une fois une impasse, comme la Kinect que l'a été, en effet, sur les jeux vidéo. Je me rappelle tous ces gens qui restaient comme ça, cloîtrés, en essayant de faire marcher les options sur la Kinect. Ça s'inscrit dans l'échec plus global du motion gaming, de la Wii, etc. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un peu normal que des grandes boîtes de techno comme ça lancent des trucs, prennent des risques et se plantent? Finalement, pour avancer, il faut se planter parfois. Je veux dire... Peut-être que Kinect aurait pu être un grand succès si les bonnes applis étaient arrivées au bon moment, si ça marchait mieux, etc. Oui. Puis Kinect, encore une fois, je trouve que c'est courageux de la part de ces boîtes aussi de lancer des trucs qui ne marchent pas parce que finalement, ça fait avancer un peu l'histoire. Non ? Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, grâce à Kinect, aujourd'hui, il y a Windows Hello, il y a HoloLens, il y a aussi Face ID dans une certaine mesure sur iPhone. Il serait content si en effet c'était comme ça une espèce de projet généreux de se lancer. Je pense qu'ils en seraient très contents. Je pense que malheureusement pour eux, ils voulaient gagner un peu. Ils voulaient essayer, ça marche. Les amis, on termine avec justement, tiens, on parlait de Microsoft. Vous savez que les GAFA entre eux ne s'entendent pas forcément très bien. Tous, non. Microsoft et notamment Google, c'est pas la fiesta, on va dire. C'est pas le grand amour. Voilà, petit acte de tension entre Google et Microsoft.
Microsoft aussi cette semaine. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est une querelle qui remonte il y a longtemps. Mais Google, cette semaine, a mis son premier logiciel dans le Microsoft Store, le Windows Store, celui qu'on trouve dans Windows 10. Ils ont mis un logiciel. Alors, c'était surprenant parce que Google s'est toujours refusé à mettre un logiciel dans le Windows Store. Mais ce n'est pas un logiciel comme les autres, puisque ce logiciel c'est juste un lien. C'est un lien, en gros. C'est un lien vers la page de téléchargement de Chrome, du navigateur Chrome, mais pas dans le Windows Store, pas une application Windows, évidemment, pour le Chrome qu'on connaît tous, hors du Windows Store. Donc c'est un troll énorme qu'a fait Google cette semaine à Microsoft, en leur disant, voilà, votre Windows Store, on n'en veut pas, que les gens aillent télécharger Chrome, mais en dehors de votre petit jardin bien fermé. Et voilà, donc on va dire c'est vraiment c'est un doigt d'honneur à Microsoft ce qu'a fait Google là. Mais évidemment, ça n'a pas plu du tout à Microsoft, parce qui a illico, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y a beaucoup d'applications qui sont pas terribles sur le Windows Store que Microsoft ferait bien enlever, mais qu'ils n'enlèvent pas. Mais alors là, ils l'ont enlevé très vite. Ils ont enlevé très vite cette application pour dire à Google non, vous venez pas nous polluer notre Windows Store avec votre installeur de Google Chrome qui sort de notre précaré, on va dire, Windows. On parlait il y a quoi ? C'était la semaine dernière ou la semaine avant de la guerre Amazon-Google. Voilà. C'est le même principe. C'est le même principe. Et c'est des petites piques, des petits trucs qu'on s'envoie. C'est des petites piques, ouais. Moi, là-dessus, c'est toujours la même chose. Ce sont des mastodontes qui ont énormément d'argent. Et qui, d'une certaine manière, se livrent à une petite guéguerre comme ça pour ensuite arriver à la table de négociation et finir par dire bon, alors tu veux faire ça, moi je veux faire ça. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que c'est équivalent ou va y avoir de l'argent entre les deux ? Et on se retrouve toujours un peu avec la même chose. Et entre-temps, en effet, parce que c'est la Silicon Valley, c'est quand même des gamins. Faut être honnête. Ils s'envoient des petits trucs. Donc ils s'envoient des petits trucs comme ça. Ils se font des croche-pieds, des trucs comme ça. Voilà, c'est quand même toute la tradition de la Silicon Valley, c'est l'Easter egg, c'est tous ces trucs-là. On est dans la blague toujours un peu quand même, même si on est milliardaire. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un autre Easter egg qui est très drôle entre les deux. Là, il y a deux voitures, vous savez, qui cartographient les rues, qui se sont croisées il y a pas longtemps aux États-Unis. Une voiture Google et une voiture Microsoft. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des photos l'une de l'autre. Et voilà. Donc, ce qu'a fait Google, beau joueur, a laissé la voiture Microsoft sur sa carto, mais Microsoft a gommé la voiture Google de sa cartographie pour surtout pas montrer la Google Card dans Bing Maps. Donc ça c'est pareil, quand on parle d'Easter egg, c'est tout à fait ça. Il y a eu la même chose avec Pepsi et Coca. Enfin, c'est une grande tradition des entreprises américaines. Vous vivez d'une certaine manière comme ça dans l'entreprise, vous êtes corps et âme. Donc il y a des mots que vous pouvez pas employer, il y a des marques que vous pouvez pas citer. On retrouve exactement la même chose. Ouais. Merci à tous les deux. Merci Eric Lebolot, rédacteur en chef de zeronet.com, et je vous invite à découvrir electronlibre.info si ce n'est déjà fait. Le fondateur Emmanuel Torriano était avec nous. Bonne fête, messieurs. Merci. Voilà, également. plein de cadeaux, plein de bonnes choses pour vous et pour vous qui nous regardez et qui nous écoutez chaque semaine. Terminez bien cette année. Et on se retrouve non pas la semaine prochaine, on va s'accorder un petit break, mais on reviendra tout début janvier. Et puis après, ce sera le CES de Las Vegas, bien sûr. Encore une fois, bonne fête à vous toutes et à vous tous, et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.